Donc voilà, ça c'est mes slides. On va peut-être quand même les mettre dans une présentation plus sympa. Alors, on m'a dit qu'il ne fallait pas que je me déplace latéralement, donc je vais commencer par désobéir, parce qu'on a parlé beaucoup de tests, et moi je suis un peu maniaque. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais il y a de la qualité, des tests qualité qui laissaient à désirer là. Hein. Bon, donc je m'appelle Christophe de Dunchin, pour ceux qui ne me connaissent pas, il ne doit pas y en avoir beaucoup dans cette salle. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'un autre côté du cloud. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont déjà utilisé des machines virtuelles dans le cloud autrement qu'en mode texte, avec du graphisme? Un petit peu quand même? D'accord. Donc, en fait, je vais vous parler d'un projet qui s'appelle Spice, qui est une façon d'accéder à distance des machines virtuelles. Je vais expliquer un petit peu tout ça. Et spécifiquement de comment ajuster le fonctionnement de ce produit en fonction de la qualité du réseau et d'autres choses qui font que l'environnement est un petit peu hostile. Alors en fait, il y a un méta-message dans ce que je vais raconter, c'est que l'instrumentation pour les développeurs, ça compte. Je vais parler essentiellement d'une librairie qui s'appelle Recorder, que j'ai développée, qui est à destination des programmes C et C++, mais l'idée qui est derrière est la même. Et puis il y a une discussion méta, c'est que tant qu'on n'a pas la possibilité de faire une démo et de prouver que ce qu'on a fait fonctionne, on n'a pas fini. Alors, je commence par parler de Spice. Qui ici a déjà entendu parler de Spice? D'accord, donc les mêmes qui ont levé la main tout à l'heure en gros. Donc c'est un logiciel libre qui permet de faire de l'accès à distance pour des machines virtuelles. Donc typiquement, vous allez vous connecter à votre machine comme ça et puis voir sur votre desktop la fenêtre de la machine virtuelle. Alors il y a des clients pour Linux, pour Windows, pour macOS. macOS n'est pas encore très bien packagé. C'est un produit qui est assez complexe parce qu'il y a un protocole, il y a un serveur, il y a un client pour se connecter, et puis il y a un agent qui tourne dans la machine virtuelle, il y a un driver, j'expliquerai à quoi il sert tout à l'heure, etc. Alors ce produit, il est en train de faire une mutation assez douloureuse vers un format vidéo. Alors qu'est-ce que je veux dire par là? C'est qu'au début, Spice, ça avait été conçu pour des OS qui ressemblaient un petit peu à ça. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce truc-là. C'est-à-dire, essentiellement, c'était quand même très 2D, très carré. Et ils ont rajouté, au fur et à mesure que le produit a évolué, la possibilité, par exemple, de détecter une vidéo dans l'image. Donc, par exemple, si vous avez YouTube. Et petit à petit, ça s'est transformé en la possibilité de faire un encodage vidéo plein écran en utilisant une accélération matérielle, si c'est possible. Alors quand on fait ça, dans le logiciel libre, on se heurte vite à des brevets, et les brevets H264 nous posent un problème, c'est-à-dire que le code il fonctionne depuis 2 ans, mais Red Hat est toujours incapable de le réaliser pour l'instant, faute de savoir qui va payer les royalties. Alors le problème avec les flux vidéo, c'est que c'est très sensible à l'environnement. Donc imaginez que vous êtes en train de jouer à un jeu vidéo genre Doom. Votre expérience utilisateur quand vous êtes à distance, ça va ressembler à un truc comme ça, avec des pauses, des ralentissements, etc. Donc le but du smart streaming, c'est de plutôt se déplacer en fonction du contenu vers quelque chose comme ça, ou peut-être que la résolution va baisser un petit peu, ou des choses comme ça, mais au moins, vous aurez une expérience qui sera agréable. Alors commençons par étudier un peu le modèle de rendu traditionnel en 2D. Donc en gros, on envoie des commandes qui décrivent comment est-ce qu'on dessine les choses à l'écran. Donc je ne sais pas si vous vous souvenez de systèmes d'exploitation qui ressemblent à ça. Voilà, donc je me suis donné la peine de reconstruire un émulateur de système d'exploitation dans ma présentation. Et donc en fait, on va décomposer ce qui s'affiche à l'écran, qui va arriver en fait au driver sous forme d'objets 2D, donc le fond d'écran, puis les morceaux de la boîte, etc., qu'on va envoyer via le protocole Spice, et ça permet de reconstruire de l'autre côté, et donc de voir l'animation qui se reconstruit en face. Alors le problème, c'est que si on passe à un desktop un peu moderne, donc là j'ai mis un jeu, mais en fait un desktop 3D aujourd'hui a le même problème, en fait, quelle primitive on a pour envoyer ça? C'est envoyer un gros bitmap. Et donc quand on envoie un gros bitmap, l'expérience utilisateur en face, c'est en gros ça.
Donc c'est pas sympa. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va remplacer, vous voyez la partie qui est en dessous, là, le driver QXL, donc qui est ici, vous voyez ce petit driver là, il devient rouge maintenant, il est transformé par un streaming agent, et ce streaming agent est la partie qui va être chargée d'envoyer la vidéo en face. Voilà, donc ça c'est la nouvelle architecture. Alors, quels sont les problèmes que vous pouvez imaginer dans un contexte comme ça? C'est une question, vous êtes censé répondre. Quelles sont les parties qui peuvent coincer? Bande passante. Latence, oui. Puissance de quoi? Alors, puissance du client, oui. Puissance d'encodage. Il y a la puissance en fait du tracé. Et puis, vous avez la puissance CPU côté haute. Donc en gros, tous ces coins-là, tous ces endroits-là peuvent coincer. Alors c'est pas forcément évident d'avoir une solution qui va adresser tout ça, et si possible qu'il soit simple. Donc la première chose, en fait, c'est de créer des outils pour identifier les problèmes. Alors ça, c'est un autre talk en soi, que j'ai donné par exemple à DevConf en Tchéquie en début d'année. Donc vous pouvez le retrouver en ligne, c'est sur YouTube. Là, c'est trop tard, je ne vais pas le faire. Si je le fais, on passe 1 heure de plus. Mais en gros, c'est un outil qui va ressembler à ça. Donc, c'est un outil qui va permettre de... Vous mettez dans votre code quelque chose qui ressemble à des printf, pour ceux qui ont déjà fait du C. Qui a fait du C ici? Qui en fait encore? Voilà. Donc, bah voilà. En gros, vous faites un truc qui remplace printf par record, et ensuite, vous êtes capable de voir en temps réel les sorties de votre printf. Voilà en gros l'outil. Donc, on va ajouter un mécanisme de mesure à distance qui va permettre au client d'envoyer des informations sur ce que lui voit arriver. Et puis, on va avoir un système qui va permettre au Spice Server de piloter le streaming agent en lui disant, bah voilà, fais ci, fais ça. Donc, sur papier, c'est pas très compliqué. Alors, en fait, le problème, c'est qu'on savait pas du tout où on allait dans ce domaine-là. Donc, on a essayé de faire un truc très configurable pour pouvoir vraiment le bidouiller, expérimenter avec, etc. Et donc, en gros, il y a deux algorithmes. Il y a un algorithme idiot qui consiste à dire « je demande à l'encodeur de faire ce que le client est capable de jouer pour l'instant ». En pratique, c'est pas mal. Et puis un algorithme beaucoup plus malin qui regarde les différents paramètres, qui essaie de dire « oula, là c'est probablement un problème de bande passante, là c'est peut-être qu'on perd des paquets, etc. » En fait, à l'usage, l'expérience de tout informaticien qui vaut quelque chose, c'est qu'il faut toujours écouter Homer Simpson, donc pas trop penser, l'algorithme simple il marche tout à fait aussi bien que l'autre et il est 4 fois plus court. Alors, à quoi ça ressemble une expérimentation dans ce contexte? En gros, vous démarrez, vous avez un truc avec à gauche le client, au milieu le serveur et à droite la machine virtuelle qui tourne. Donc on commence par démarrer l'agent dans la machine virtuelle, ce qui permet au graphisme de fonctionner. Donc vous avez cette fenêtre qui s'ouvre. Et à partir de là, on va être capable de regarder un petit peu ce qui se passe. Donc si on a un cas normal, entre guillemets, c'est un client avec une accélération matérielle. Donc vous avez à gauche la fréquence et le trafic côté client. Vous allez avoir au milieu les mêmes mesures, mais vues du côté du serveur. Et puis à droite, on va avoir une charge sur le GPU qu'on va pouvoir configurer rapidement, qui utilise le même logiciel que j'utilise pour présenter maintenant, qui s'appelle Tao 3D, un peu de pub en passant. Et donc ça permet de voir un petit peu ce qui se passe sur les 3 niveaux, et puis on va voir évidemment les paramètres côté agent. Donc en fait, si je commence par exemple par une charge GPU élevée, alors là c'est du rendu en ray tracing en temps réel, donc ça charge un peu même les GPU modernes. Et donc ce qu'on va observer, c'est que le client va recevoir beaucoup plus de données que sur l'animation qu'on avait juste avant, puisque c'est une image qui est plus complexe. Et puis le nombre de trames par seconde va chuter, parce qu'en fait le GPU il n'arrive plus à me faire du 60 images secondes, il est à la ramasse. Bon, donc là, on vérifie en gros que mon instrumentation me montre quelque chose d'un petit peu cohérent. Donc si j'active le Smart Streaming dans un contexte comme ça, donc j'active l'algorithme 1 qui est l'algorithme simple, et bien ce qu'on va voir, on va pouvoir observer la réaction. Donc le serveur se met à calculer des paramètres, et puis il va demander à l'agent, s'il te plaît, fais-moi ça. Donc l'agent applique les paramètres en question, et
Donc, en fait, un autre aspect qui est relativement important, c'est qu'on va faire en sorte de pouvoir paramétrer tout ça pour changer un petit peu. Donc en envoyant une commande au serveur, on a la liste des paramètres. Le serveur nous répond à la liste des paramètres qu'on peut tweaker. Donc ça va me permettre en fait de voir, de mettre au point finalement l'algorithme. L'algorithme lui-même, c'est une chose, mais les valeurs qui sont dedans vont être définies comme ça. Donc je peux faire mon réglage de mon algorithme en temps réel en utilisant toujours des fonctions du recorder qui vont en fait mettre à jour la mémoire de la VM directement. Alors l'avantage de fonctionner comme ça, c'est que vous n'avez pas à redémarrer la VM pour pouvoir valider si un changement que vous avez fait fait ce qu'il faut. Donc là, je vais changer la charge du GPU, donc je suis sur quelque chose de beaucoup plus simple. Donc qu'est-ce qu'on observe à gauche? On observe que d'une part, on a une réaction rapide, un ajustement plus rapide parce que j'ai changé mes poids. Donc c'est la commande que j'avais faite juste avant. Et puis, on va pouvoir donc faire tourner des charges diverses et variées et regarder un petit peu comment le système répond. Donc c'est comme ça que je peux valider. En fait, l'idée c'est, je veux savoir véritablement ce qui se passe. Donc, qu'est-ce qui se passe quand j'ai choisi une réponse un peu plus accélérée par rapport aux défauts que j'avais mis au départ? C'est quand je change de charge en changeant de page dans mon document Tao, donc je change le type de choses que je demande au GPU, et je vais observer des changements, une réaction relativement rapide de l'ajustement que je vais voir de l'autre côté. Donc comme ça, je vois que mon système est réactif. Et je peux ajuster cette réactivité. Alors, ce truc-là, au départ, c'est fait, par exemple, pour corriger des problèmes de réseau. Donc, si je n'ai pas le smart streaming, que je mets une charge qui est un petit peu exigeante, c'est-à-dire qu'elle bouge beaucoup de choses sur l'écran, et elle fait un nombre de frames par seconde qui est élevé. Et puis, je mets une bande passante qui est restreinte. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on va voir qu'on a une contrainte qui est imposée par le réseau, maintenant, c'est-à-dire c'est vraiment une contrainte de bande passante, et ça va se manifester aussi par une réduction du nombre d'images par seconde. Et donc le client va se mettre à retarder. On va avoir de la latence qui est introduite par le réseau. Alors les plus malins parmi vous diront, vous utilisez TCP, vous êtes idiots. Oui, on utilise TCP parce que pour transporter de la 2D, il fallait absolument que ça soit fiable. Donc ils utilisaient TCP pour ça et ils ne sont jamais passés à UDP pour l'instant. Donc désolé, oui, ça c'est un peu bête, mais c'est une discussion, c'est un projet. Voilà. Donc du coup, les trames s'accumulent dans le réseau. Excusez-moi. Les trames s'accumulent dans le réseau. Et qu'est-ce qui se passe si par exemple on lève les restrictions sur le réseau? Vous voyez qu'on a un effet de rattrapage, on voit que les images défilent plus vite sur l'image du milieu. Et si je remets les restrictions, on va avoir l'effet inverse. Le client fait une pause pendant que les trames s'accumulent. La pause, elle est encore plus visible côté encodeur. Au bout d'un temps, l'encodeur il dit oulala, mais moi je peux plus pousser quoi que ce soit parce qu'il n'y a plus la place. Et donc le résultat pour l'utilisateur, c'est un affichage qui est très saccadé. Donc ça, c'est pas du tout souhaitable. Donc si j'active le smart streaming dans les mêmes conditions, toujours le même algorithme simple, je ne vais pas changer d'algorithme, celui-là il marche bien. Donc, du coup, on va voir apparaître un pilotage du nombre de trames par seconde et de la bande passante qui est demandée à l'encodeur. Et l'effet qu'on va voir de l'autre côté, c'est que le client va se mettre à jouer moins d'images, ce qu'on peut voir sur l'image aussi à droite. Donc le nombre d'images qui est demandé chute petit à petit pour essayer de s'adapter au réseau. Et donc l'observation qu'on va voir du point de vue utilisateur, c'est que l'image devient plus saccadée, elle ralentit, mais il n'y a plus de latence. Donc on s'est adapté en temps réel à ce qui était passé. Et de façon importante, l'encodeur ne se bloque plus non plus. Voilà. Donc là, on a un premier cas où on a corrigé correctement les choses. Alors si maintenant je passe à une page qui est extrêmement simple, mais qui se met à jour rapidement, ce qui va se passer, c'est que là, le nombre d'images par seconde va augmenter, le réseau va rester très bas, puisque c'est une image très simple, donc il n'y a pas besoin de beaucoup de bandes passantes, et donc l'agent dit, bon bah très bien, je m'ajuste en fonction de ça, et on va suivre ça assez vite, et mon encodeur, lui, il génère presque pas de données, donc même avec une bande passante très limitée, ça va bien. Autrement dit, on s'est adapté correctement à deux types de contenus très différents, un qui bouge vite et où il y a très peu de données, et un qui bouge vite et où il y a beaucoup de données. Alors maintenant, si je passe à un contenu qui est à la fois rapide et complexe, là on atteint les limites maintenant de ce qu'on est capable de livrer. Donc,
on va voir le nombre d'images par seconde qui monte. Et donc on voit effectivement que le nombre d'octets par seconde augmente. Et l'encodage va finalement se limiter. Quand est-ce qu'il se limite? On va le voir à gauche. Si vous regardez bien en bas ici, vous avez ici un petit plateau qui se crée quand on a atteint la bande passante qui était disponible. Et à ce moment-là, ça s'arrête et ça se régule automatiquement. Donc finalement, on fait exactement ce qu'il faut. Alors ce qui est intéressant aussi, c'est évidemment qu'est-ce qui se passe quand on revient à un réseau qui est nominal, où on a effectivement la bande passante nécessaire. Alors déjà, c'est intéressant de voir que même un contenu 2D de type X11, puisqu'en fait la partie de droite, la partie qui est d'instrumentation de l'agent, moi je la vois sur mon écran via X11, donc un protocole 2D. Et on voit très bien que cette partie à droite, elle a un peu de mal à se mettre à jour. Donc, maintenant, si je lève les restrictions réseau, la fréquence de rafraîchissement va augmenter petit à petit. On voit un pic là, de rattrapage et puis ensuite une amélioration incrémentale de la vitesse. Et le résultat, c'est que mon image redevient fluide et de bonne qualité. Alors si maintenant je donne un gros coup de marteau, je divise par 10 par rapport à ce que j'avais avant, donc là ça devient carrément impossible de passer l'image correctement. X11 par exemple ne sait pas du tout gérer ce cas-là, donc si vous regardez bien, vous avez des bouts de rafraîchissement qui sont n'importe comment, et l'image voilà. Et côté Spice, en fait ça va s'ajuster beaucoup mieux, c'est-à-dire que ça reste relativement fluide, ça ralentit un peu, mais ça reste à peu près fluide. Par contre, l'effet qui va se passer là, c'est que la qualité d'image va se dégrader puisqu'on est limité par la bande passante. Et donc vous voyez des effets de blocs qui commencent à apparaître dans l'encodage. Et donc là, on a fait un ajustement qui est carrément sérieux. L'encodeur, vous voyez, il y a une grosse baisse assez brutale de la qualité et du nombre d'images pour être capable de tolérer ce scénario-là. Et vous voyez aussi sur l'encodage en haut à droite qu'on est sur des valeurs beaucoup plus faibles. Mais ça reste fonctionnel, on continue à pouvoir utiliser. Alors maintenant, on avait parlé du cas où le CPU est surchargé, donc on va parler du CPU du client. Donc je fais une mise à jour qui est très rapide, mais je vais être sur un client macOS, et il se trouve que sur macOS, on n'a pas encore implémenté la copie de... Enfin, c'est fait maintenant, mais ce n'était pas fait à l'époque où j'ai fait ces mesures. La copie depuis les buffers GL vers le frame buffer. Donc il y avait une copie software au milieu qui ralentissait tout. Et donc ce que vous voyez là, c'est qu'en vert, le nombre d'images affichées est en retard par rapport au nombre d'images reçues. Donc qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? On a à nouveau un effet d'accumulation, mais cette fois-ci, la bande passante, elle est là. Le problème, il est dans la partie playback, où il y a des images qui s'accumulent. Donc ça entraîne en fait une latence qui est pratiquement illimitée. Et ça, c'était le truc dont les clients se plaignaient le plus, c'est que dans certaines situations, et on n'avait pas très bien compris pourquoi avant de mettre en place cette instrumentation, on pouvait avoir 5 secondes de latence entre ce qui était envoyé par le serveur et ce que le client voyait. Donc c'était très désagréable. Donc le Smart Streaming corrige aussi ce cas. Et en fait, ce qui est très intéressant, c'est qu'il va corriger de façon très active. Donc il va être capable de compenser un état accumulé, donc d'éliminer les images qui s'étaient accumulées au cours du temps. Et une fois qu'on a atteint cet état stable, le serveur essaie à nouveau d'augmenter la fréquence parce que le but c'est quand même d'avoir la meilleure qualité d'image possible. Nominalement, on essaie d'atteindre 60 images par seconde. À chaque fois, le client essaie d'appliquer ça. Instantanément, qu'est-ce qui se passe? Donc vous voyez les petits pics qui arrivent là. Ça crée immédiatement une accumulation côté client. Donc le retard est détecté. Et donc, boum, gros coup de marteau. Et on éteint de l'autre côté, donc on retourne à une fréquence moyenne qui est basse et qui est celle que le client est capable de jouer. Donc au final, on n'est pas capable de dépasser la capacité du client, et c'est exactement ce qu'on souhaite. Donc la conclusion de tout ça, c'est qu'on a un système qui est relativement complexe, et donc en mettant en place un mécanisme qui permet à la fois de mesurer, de décider et de contrôler les paramètres, donc à la fois le mécanisme interne qui est utilisé pour faire la rétroaction, mais aussi un mécanisme d'instrumentation, on arrive à résoudre ce problème. Alors, on a mis en place des métriques nommées, donc ça veut dire en gros, donc c'est les petites images que vous voyez à droite, c'est un jeu de mots en anglais, parce qu'en fait, quand la présentation est en anglais aussi, donc en anglais ça s'appelle des tagged metrics, et donc des tags ça veut dire étiquette aussi, donc j'ai mis quelques étiquettes assez marrantes, vous pouvez les lire si vous voulez.
Donc l'idée de faire ça, en fait, c'est que nous allons avoir des nouvelles idées de ce qu'on peut mesurer, et donc il suffit de mettre à jour la métrique, enfin de rajouter une métrique à la liste, et on n'est pas obligé de changer le protocole à chaque fois. Et puis l'autre raison aussi, c'est que chacune des métriques, en fait, on la mesure à un moment différent dans le pipeline, donc on ne peut pas facilement les mettre dans une seule structure qu'on va envoyer. C'est plus pratique de les envoyer indépendamment les unes des autres. Donc aujourd'hui, on résout pratiquement tout avec la fréquence et le volume de données reçues, de données affichées, de données décodées et de données perdues. Et avec ces 8 métriques-là, on fait presque tout. Il y a besoin en plus de 2 métriques de plus qui sont en gros, qui indiquent si la queue de décodage est surchargée d'un côté ou de l'autre. Et avec ça, on arrive à faire des mises à jour de ce qu'on a comme métrique côté serveur et côté client, sans casser le protocole. Donc on peut faire parler entre eux des systèmes qui sont de générations différentes. Ça, c'est important pour le long terme, puisqu'évidemment, vous ne pouvez pas supposer que votre client et votre serveur sont de la même génération. Donc la règle pour ça, c'est la règle qui est donnée par le Grumpy Cat ici, qui est que si on essaie d'envoyer une métrique qu'un côté ne connaît pas, ben il doit simplement l'ignorer. Le système doit fonctionner sans ça. Alors, pourquoi avoir fait tout ça? Vous vous posez peut-être la question, mais est-ce que c'est pas un peu compliqué? En fait, parce que l'évaluation qualitative d'image est pratiquement impossible. Si vous essayez de comparer l'image du dessus et l'image du dessous, vous ne voyez pas. Donc il fallait vraiment trouver une façon de transformer ces impressions subjectives, ces pixelisés, ça ralentit, etc., en impressions tout à fait objectives qu'on pouvait mesurer. Et donc la librairie Recorder que j'ai développée pour cette occasion à partir de projets plus anciens, dont ce projet Tao, m'a permis de faire ce genre de mesures. Donc là vous avez un petit le XKCD obligatoire où la personne demande est-ce que vous préférez le qualitatif ou le quantitatif. Tout le monde répond on préfère le quantitatif. Il leur dit bon pourquoi vous préférez le quantitatif? Le type dit ben parce que, et il se fait interrompre, ah non mais vous jouez une réponse 1, 2, 3, 4. Voilà, alors l'autre aspect donc, de la librairie Recorder, si vous êtes amené à faire des librairies d'instrumentation dans d'autres domaines, par exemple Java, etc., je vous invite à prendre ça en compte. L'autre aspect intéressant, c'est ce côté donc, qui dans la librairie Recorder s'appelle des tweaks, c'est la possibilité d'ajuster en temps réel le comportement, c'est-à-dire de télépiloter votre application, lui faire changer ses paramètres internes en temps réel, c'est-à-dire vous n'avez pas à la recharger, vous n'avez pas à la faire redémarrer, etc. Pour une VM, c'est important de ne pas devoir redémarrer une VM juste pour ajuster une fréquence de rafraîchissement ou des choses comme ça. Ça serait trop long et on perdrait complètement cette capacité de voir la corrélation entre le changement et ce qu'on mesure. Et donc tout ça, c'est une façon, pour moi, importante et convaincante de vérifier que le code qu'on a développé fonctionne bien, qu'il fait effectivement ce qu'on a demandé. Bon, il reste encore pas mal de travail, donc en fait tout ça c'est pas encore complètement upstream dans Spice, donc c'est encore un petit peu tôt, mais bon j'ai des branches de travail sur mon GitHub si ça vous amuse de regarder. Voilà, donc maintenant si vous avez des questions, je sais pas quel temps j'ai tenu, j'ai dû dépasser un petit peu, mais de toute façon je suis le dernier alors. Y a-t-il des questions? Est-ce que vous avez faim? Voilà, donc la question c'est, est-ce que la technologie Recorder est indépendante du streaming vidéo, etc. Oui, donc comme j'ai dit, c'est pratiquement un drop-in replacement pour printf. C'est-à-dire que vous avez certainement, dans les programmes C, 99% des programmes C ont une fonction qui s'appelle log ou printf ou myprintf ou n'importe quoi. Et vous remplacez ces fonctions-là par record de quelque chose. Alors en fait, la librairie Recorder, elle a 3 rôles. Qui sont indépendants les uns des autres, mais qui sont servis par le même fonctionnement. Le nom recorder, en fait, c'est par référence au flight recorder, les boîtes noires dans les avions. C'est-à-dire qu'en fait, tous ces logs que vous avez faits, ils sont stockés en mémoire. Les paramètres du printf, pour ceux qui connaissent comment fonctionne printf, ne sont pas évalués tant que vous ne faites pas un dump. Mais si vous avez un crash, vous pouvez dire qu'est-ce qui s'est passé avant mon crash. Donc ça, c'était la raison originale pour développer le recorder.
Et en fait, en rajoutant simplement une petite interface permettant de voir qu'est-ce qui était écrit dans le flight recorder, et un petit outil, donc Recorder Scope, qui permet de voir ce qui se passe, ça permet du coup de voir à l'intérieur d'une fonction, à l'intérieur d'un... Donc en gros, vous mettez printf d'une valeur quelconque, et vous vous connectez, voilà. Donc je pourrais faire une démo tout à l'heure si vous voulez, parce que j'ai aussi des... C'est un truc qui est vraiment indépendant, c'est complètement indépendant de Spice. Donc si vous voulez, je peux vous faire une démo tout à l'heure de comment ça marche. C'est vraiment pas compliqué. Et donc oui, vous pouvez le laisser sur vos serveurs. Vous pouvez... Alors pour l'instant, c'est fait pour C et C++. Si vous utilisez d'autres langages, il faut faire soit des bindings, soit faire un équivalent. Elle n'est pas très grosse cette librairie, c'est 2000 lignes de code ou un truc comme ça. J'ai parlé de deux fonctions en fait. J'ai dit qu'il y avait le fait de faire le dump, donc le crash dump en fait, le fait de faire des mesures en temps réel, et la troisième fonction c'est le tracing, parce qu'en fait chaque record en fait est préfixé par un nom de recorder, donc vous pouvez faire record telle erreur, record tel machin, et vous pouvez dire je veux voir tous les recorders qui se terminent par warning. Tout cela, ils vont sortir sur la console. Donc vous n'avez pas en fait ces énormes traces qu'on voit souvent dans les programmes, où si vous activez debug, vous avez tout. Là, vous avez vraiment que les traces qui vous intéressent. Pas d'autres questions? Bon. Merci à toi. Un grand merci encore à Christophe. Très content d'avoir vu Red Hat ce soir, hein, parce que c'est cool. C'est la première fois qu'on s'appelle Red Hat. C'est vrai, tu crois? Selon les... C'est censé se passer dans les mois qui viennent. Dans le mois? Bon, on a une news. On s'appellera encore Red Hat. Hein. Oui, c'est by IBM, voilà. Ça, ou Watson Red Hat. Ou, donc à partir de là, il faudra que je devienne vachement corporate, par exemple, je devrais m'occuper de ça. Si on mélange le bleu et le rouge, ça fait quoi comme couleur? Cacadois ou... Alors, juste quelques points avant de vous laisser aller au cocktail à la clim. N'oubliez pas, j'ai dit les 2 soirs précédents, donc sans doute c'est une redite pour vous, mais il y aura un questionnaire qui va arriver, rédigé par Dalia, qui arrivera sans doute vendredi dans vos petites boîtes aux lettres. Donc pitié, les mettez pas à la poubelle, on voudrait plus que 5 réponses, d'accord. Ça nous aide à nous améliorer chaque année. D'accord, notamment pour l'anglais, le français, tout ça, quoi. Et puis les formats, parce qu'on se pose tout le temps des questions sur quel format adopter. Donc, s'il vous plaît, ça nous fait plaisir. N'oubliez pas, bon, celui-là, je le dis aussi tout le temps. Bon, c'était même pas marqué, mais bon, que Sophia Conf et le reste, c'est vous. Donc, pensez à venir nous voir pour nous proposer des interventions. Toutes les technos sont bonnes à prendre. C'est le partage, ça qui est important. Donc, ce qu'a fait Christophe, ce qu'a fait non pas Atos, mais Soprasteria, Thomas de Supralog. Ce sont des interventions intéressantes, donc vous avez sûrement quelque chose à partager avec la communauté, vous êtes les bienvenus tout au long de l'année ou pendant Sophia Conf. Et enfin, les lettres, juste pour dire que j'avais fait exprès de les inverser, c'était pour voir qui avait remarqué. Donc à part Christophe, qui a peut-être un toc sur le sujet, hein, je sais pas comment tu ranges sur les caddies, tu dois bien ranger tes caddies à Carrefour, qui avait remarqué que j'avais inversé les lettres? Ah quand même, donc vous êtes assez embêtés pour regarder les lettres pendant les confs. Donc c'est... Non, c'est bien, ça veut dire qu'elles sont pas là pour rien les lettres, donc félicitations. Voilà, et puis beaucoup de chats ce soir, hein. C'était la soirée des chats, on a eu 3 ou 4 slides. Ah, t'as encore un chat en stock. Et après vous pouvez y aller, oui. Que quelqu'un d'autre avait le même Grumpy Cat que moi. C'est ici. Ça m'a énervé. Donc, ah oui. Et donc pendant que le chat apparaît... Donc ça m'a un petit peu énervé. Donc je me suis dit, je vais changer d'image de Grumpy Cat, et tant qu'à faire, je vais le franciser. Donc vous avez ici Grumpy Cat. Et on a une photo de Macron. Ou un autre politique, hein, je suis open. C'est juste pour montrer oh. Là, que c'est un Grumpy Cat généré en temps réel. Là. Oh, c'est beau.